Bonsoir à tous. Je vais essayer de parler lentement et distinctement pour que tout le monde puisse me comprendre. Normalement, le micro de Sorge fonctionne un peu mieux que mon micro de crooner. Généralement, les micros sans fil fonctionnent bien. Ah ouais. On en avait. Celui-ci, il est très bon. Oui. C'est l'appel du 18, je vais la poursuivre. Donc juste avant de commencer l'entretien avec Sorge, je vais vous expliquer un peu comment va se passer la soirée. Donc on va échanger tous les deux sur son dernier roman, sur son travail pendant environ 3 quarts d'heure à peu près. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions. Il suffira juste de lever la main, et voilà, il y aura un petit temps de questions. Et ensuite, il y aura un temps de dédicace avec un apéro, avec quelques bougies et un verre. Voilà. Je me permets quand même de dire 2-3 mots sur ton parcours, Sorge Chalandon. De grand reporter, Libération, Canard enchaîné, prix Albert Londres en 88, romancier avec de nombreux prix, comme le Grand Prix de l'Académie française et le Concours des lycéens. Si on est ici ce soir, c'est pour parler de L'Enragé, ton 11e roman. Un roman qui se passe donc en 1934 à Belle-Île et qui a pour cadre en partie le bagne de Belle-Île. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le point de départ de ce roman? Et c'est intéressant parce que, en fait, celui-ci aussi, chacun de mes romans vient d'une... Et c'est peut-être un handicap, vient d'une blessure intime ou d'un accident de la vie. Il y a des gens il y a des romanciers qui ont plein de romans dans leur tiroir, qui inventent des histoires comme ça. Moi, je peux pas. J'ai besoin d'avoir vécu des choses qui me font aller ailleurs, un roman, donc, la fiction, donc. Mais je ne peux pas trouver le point de départ dans quelque chose que je n'ai pas vécu. Alors, j'ai vu qu'il y avait des enfants dans la salle, donc je vais essayer d'être... Que les mots ne soient pas trop durs, malheureusement. Donc, c'est pas par hasard, en fait, que l'on s'intéresse, enfin, que moi, je me suis intéressé à ce bagne, qu'on appelait une colonie pénitentiaire. C'est parce que j'étais un enfant battu, donc ce qui était peut-être assez courant à l'époque, mais très battu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que mon père serait en prison. Très battu, et l'une des menaces qui était la pire, alors je vous ai tous hoché la tête, les parents disaient maison de correction, maison de redressement, cité méchant. Voilà, tout le monde dit oui. Sauf que mon père mettait en scène souvent, c'est-à-dire qu'on partait en voiture la nuit, il m'emmenait à la maison de correction. Il me laissait devant des portes désertes, devant des murs déserts en pleine nuit. La voiture partait, j'avais les petits phares rouges qui s'en allaient, puis j'étais tout seul, il fallait que je crie Chalandon, Chalandon pour la maison de correction. Maintenant, ça fait sourire, parce que qui emmène un enfant à 2h du matin dans une maison de correction? Personne. Mais moi, je suis tout petit, je crois ce qu'il me dit, je suis terrorisé. Et puis je vois les phares jaunes à l'époque, qui reviennent, et il me dit, je te laisse encore une chance. Et sa maison de correction, je le cite malheureusement, l'endroit où on ne verra plus ta gueule jamais, il me disait, il n'a pas cité le nom de Belle-Île, il disait c'est une maison de correction qui est sur une île, en Bretagne, au milieu de l'océan, et ceux comme toi qu'on met là, on ne les revoit plus jamais. Et moi j'ai vécu sous les coups, j'ai vécu cette histoire, j'ai vécu cette violence, j'ai vécu ce père qui est mort en hôpital psychiatrique. Pour ceux qui ont lu déjà La Profession du père, voilà, c'est la continuité de ce père-là. Et j'ai espéré peut-être qu'il inventait ce lieu-là pour me faire peur. Et en 77, je suis à Libération, je suis rentré en 73 à Libération. Vous savez, c'est un journal de gauche sur le papier. Voilà. Donc, il y avait Jean-Paul Sartre qui était le directeur. Et à Libération, 77, tout d'un coup, j'ai une dépêche de l'AFP, alors les enfants, heureusement, ne sont pas là, parce que l'agence France-Presse, qui dit que le centre d'éducation surveillé de Belle-Île vient de fermer ses portes. Et je ne sais pas pourquoi, alors évidemment, il n'y a pas Internet, à l'époque, il faut qu'on cherche. Qu'est-ce que c'est que le centre d'éducation surveillé de Belle-Île? Et je cherche, et je me rends compte que, en fait, on parle de la même chose. On parle d'un bagne qui a été construit à côté de la forteresse. Ce n'est pas la forteresse Vauban à Belle-Île, c'est à côté. Qui a été construit pour les communards, d'abord pour les opposants, puis pour les communards, et dans lequel on a mis les enfants, à partir de 1880. Évidemment, en 77, quand le bagne ferme, 77, quand il ferme, c'est une maison d'éducation surveillée, ce ne sont pas les mêmes conditions de vie. Mais en tout cas, les enfants étaient dans les mêmes cellules que les gamins de 1880,
c'était le même réfectoire, c'était le même mur qu'on peut voir encore maintenant avec, avec les tessons de bouteilles au-dessus, c'est-à-dire que tout était en place comme au siècle d'avant. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que mon père avait dit vrai. Il avait la possibilité, non pas morale, mais en tout cas légale, de dire je laisse mon fils, je n'en veux plus. Il me parle mal, et vous savez, les enfants arrêtent de répondre, ne regardent pas comme ça, baissent la tête, et surtout, j'aime pas beaucoup quand tu as de mauvaises notes. Et donc, il y avait une possibilité de mettre des enfants comme moi dans un lieu comme ça qui n'était pas. C'est une maison de redressement, c'est-à-dire que je n'avais pas fait de délit, je n'avais pas commis de crime. C'est simplement un moyen de me mettre en dehors de la société pour empêcher le petit vaurien que je pouvais être, moi je ne pense pas que j'en étais un, mais en tout cas aux yeux de mon père, pour empêcher le petit vaurien de devenir un jour un criminel. Donc c'était des lieux comme ça, il y en avait plusieurs en France, Belle-Île bien sûr, mais Maitret, où Jean Genet a été emprisonné, et c'est Maitret qui a bousillé Jean Genet pour en faire le formidable poète qu'il était, mais aussi le gamin violé, etc. C'est-à-dire que ces différents lieux en France ont créé des petits personnages, des enfants qui sont devenus des adultes à la tête basse, et puis des gens qui sont allés au travail sans protester, sans se syndiquer, sans rien, et qui sont morts, comme Brel dirait, comme des synonymes. Et là, pour moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ça a été ma première question, c'est, voilà, j'aurais pu aller là, j'aurais pu être l'un de ces gamins-là. Mais je ne peux pas annoncer dans Libération, qu'il y avait 12 pages à l'époque, la fermeture d'un bagne, personne ne savait qu'il était ouvert, ça n'avait pas de sens. Et je vais laisser passer ma chance, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent, il y a 12 pages dans Libération, on n'a pas d'argent pour les reportages, pas d'argent pour les enquêtes, et je laisse tomber. C'est-à-dire je laisse tomber, c'est-à-dire que pendant des années après, j'irai à Belle-Île comme un touriste en vacances, je tournerai autour de la colonie pénitentiaire, je tournerai autour de ces lieux vides, et je me dirai souvent, et chaque fois, comment je peux rendre hommage à ces gamins? Comment je peux leur rendre grâce? Comment je peux... Mais surtout, je ne suis pas historien. Là, je ne suis pas journaliste non plus. Je voulais leur rendre grâce ou hommage, ou en tout cas, en faisant partie d'eux. En étant eux, c'est une façon aussi pour l'homme que je suis de dire à mon père, tu voulais m'envoyer là, eh bien, je vais y aller, et je verrai comment ça va se passer. Sauf que moi, je ne peux pas venir vous voir aujourd'hui en disant, voilà, j'ai fait un livre d'histoire sur les enfants de Belle-Île. Ça n'a pas de sens. Donc ma question, mon problème, c'était comment devenir l'un d'eux, et surtout, moi j'ai un journaliste qui est derrière moi tout le temps, en n'abîmant pas la vérité historique. C'est-à-dire, je veux que tout soit absolument exact sur le bail, comment ça se passe, comment ça se passait, ce que les enfants mangeaient, ce qu'ils vivaient, la violence qui leur était faite, que tout soit juste avant de faire entrer un personnage de fiction. Parce que je ne veux pas, moi je crains beaucoup ça fait toujours rigoler, mais je crains toujours le vieil historien local qui travaille depuis 71 ans sur Belle-Île et sur le département 4 LB de la colonie pénitentiaire, et qui va me dire, enfin monsieur, il n'était pas bleu, l'uniforme, il était bleu marine, et vous dites bleu clair. Et ça, pour moi, et il a raison, si quelqu'un me dit ça, pour moi, mon livre tombe, il n'existe plus. Je veux que tout soit absolument juste historiquement, juste factuellement, pour que, après, je me permette de faire entrer un personnage de fiction. Donc c'est parti d'un enfant battu, qui est devenu grand, qui a pas trahi, j'ai pas trahi, mais qui tout d'un coup a abandonné les enfants battus qui étaient là, et qui s'est demandé pendant 2-3 ans comment les rejoindre. En août 1934, il y a une révolte, une évasion, et c'est là que vous créez le personnage de Jules Bonneau. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as créé ce personnage-là? Alors, Jules Bonneau, il vient extrêmement tard. Moi, j'ai pas de Jules Bonneau, moi, j'ai rien. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est un travail d'historien sans devenir historien. C'est un travail de journaliste sans infliger un livre de journaliste, mais il faut que je comprenne d'abord. Donc première déconvenue énorme, tout ce qui concernait Belle-Île, les archives, tout ce qui expliquait la vie du camp
a brûlé en 59. Donc il ne reste plus rien. Dans tous les autres lieux, les autres colonies pénitentiaires, il y a le nom des enfants, il y a pourquoi ils étaient là, il y avait tout ça. Là, il n'y a rien. Donc déjà, c'était assez mal parti. Donc j'étais tout triste. Heureusement, il y a les citoyens locaux dont on parle, qui eux ont beaucoup travaillé, ont passé des vies entières. Malheureusement, ils n'ont pas été édités. Ils ont fait des petits livres pour la famille, etc. Mais ils n'ont pas été édités. Des petits historiens locaux qui ont cherché. Il y a des journalistes locaux, comme Danan, qui ont commencé à travailler avant même cette insurrection en disant c'est un bagne, mais ils n'ont pas été entendus par la population française, pas été entendus par la justice, et surtout, il y a une merveille, c'est la presse locale. C'est-à-dire que la presse locale, chaque matin, il y avait des petites choses, mais qui ne faisaient pas un roman. Il y avait une petite évasion ici, il y avait une petite insurrection là, il y avait un gamin alors il y a eu quelques meurtres des gamins qui ont tué leur moniteur, comme on les appelait, mais il n'y a rien qui, pour moi, me permet de faire un roman. Parce que je ne peux pas prendre la place d'un être vivant. C'est quelque chose... Amélie Nothomb, je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est une copine, elle est très sympa. Dans Soif, elle est le Christ en croix. Je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que d'abord, je ne connais pas je n'ai jamais eu la violence de la croix. Je ne sais pas ce que c'est que... Je sais pas ce que c'est qu'un clou dans mes poignets. Mais elle peut faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que il faut que j'ai vécu quelque chose de similaire pour que je puisse y aller. Or, là, je ne trouve rien et je ne peux pas inventer quelque chose, il faut que je me glisse dans une faille de l'histoire et que je me glisse dans une faille de l'actualité. Et ça, c'est... En fait, moi, j'ai un problème de journaliste, mais je l'ai aussi un problème de romancier. Alors, c'est pas woke, hein, c'est pas si t'es pas noir, t'as pas le droit d'écrire comme si t'étais un noir. Non, c'est pas ça du tout. C'est la légitimité quand même. C'est tu es qui toi et pourquoi tu as écrit ça. Et quand je dis moi je peux pas écrire, je peux écrire, pardon. La morsure que fait la ceinture d'un père sur le dos d'un enfant, parce que je la connais cette morsure. Mais ça ne me suffit pas pour faire un roman. Donc je cherche. Et dans la presse locale, pendant 10 ans de presse, je cherche tout, pendant 10 ans, chaque jour, des petites choses ici, des petites choses là, qui pas grand-chose, et un jour, ça c'est ces moments mais lumineux, une sorte de pouf, là, truc hollywoodien, t'as le ciel qui s'ouvre, les anges. 56 enfants ont tenté de s'évader du bagne de Belle-Île-en-Mer le 27 août 1934. 56 gamins ont tenté de s'évader. Je tiens quelque chose. Je tiens mon petit fil. Il va falloir que je cherche, mais je tiens mon petit fil. Première chose, parce que, ok, mais et puis quoi? Ces enfants, c'est qui? Première chose, qui sont ces enfants et pourquoi est-ce qu'ils sont là? Et là, j'apprends qu'avant la guerre de 14-18, les enfants étaient mis là de 8 à 21 ans, la majorité légale. Après la guerre, geste de compassion, ils ont 12 ans, les plus petits. Et j'apprends que ces enfants-là, ils étaient comme moi. C'est-à-dire, non, c'est pas comme moi tout à fait, mais oui, il y avait ceux qui répondaient mal aux parents, il y avait ceux qui avaient de mauvaises notes, il y avait ceux qui étaient des bouches en trop à nourrir. Ils n'étaient pas passibles de la loi au sens judiciaire du terme, mais ils encombraient les rues. Ils étaient là, alors il y avait plein d'orphelins qui étaient dans ces centres. Il y avait des vagabonds. Le vagabondage était un délit. Il y en a un, là, genre, parce que c'est des petites choses qui me touchent et qui sont rapportées par la presse locale. Je prends un exemple. Quel enfant est-ce qu'on met là? Là, nous sommes en 32. Fête mariale, le 15 août, à Quimperlé. Il y a un petit breton qui est contre le mur, 13 ans et demi, petite casquette, petite cigarette. La fête mariale passe, donc la croix, la Vierge Marie en plâtre, le curé, le gendarme, les enfants de chœur, etc. Et il passe. Et lui garde la casquette sur la tête, il est contre le mur, et il crache sa cigarette au pied du curé, dit le gendarme, mais en tout cas, lui, la crache à côté, mais en tout cas, il ne se découvre pas. Le gendarme prend le gamin, emmène le gamin à sa famille, et sa famille refuse de reprendre un enfant qui ne se découvre pas devant la Vierge.
Et cet enfant-là, 13 ans et demi, part à la colonie pénitentiaire de Belle-Île jusqu'à 21 ans. C'est ça. Ces gens qui sont là sont pas des criminels, mais pourraient le devenir, et il faut les redresser avant qu'ils ne le soient. Première chose, j'apprends ça. J'apprends des choses qui sont... j'ai essayé d'avoir des surconvolutions douces. Les enfants de 12 ans, lorsqu'ils rentrent, les petits orphelins, ils sont mis en ménage avec les caïds de 21 ans. En ménage dans les cellules par les gardiens. C'est-à-dire que c'est la paix sociale en ménage, et ces caïds peuvent les louer ou les vendre à d'autres caïds. Ça marche comme ça, et tout le monde le sait, tout le monde le voit, et ça passe comme ça. Ça, c'est une chose qui me... Voilà. Mais ça ne fait pas un livre non plus. J'apprends aussi que les jeunes qui travaillent le bois, les jeunes charpentiers, les enfants charpentiers, passent beaucoup de temps à faire les cercueils de leurs copains. Morts de faim, morts de maladie, morts sous les coups, ou qu'on a repêché au large, parce que, évidemment, la côte, elle n'est pas loin, mais si, en fait, elle est loin. Et il y a plein de gens qui sont noyés, et les suicides. Et beaucoup de suicides. C'est bien, mais je ne suis pas historien. Et ça ne me va pas. Ça ne me va pas, mais je sens là que j'ai quelque chose qui va fonctionner. Et je cherche les brimades, toutes les brimades. Je les écoute, je les apprends, je lis ce qu'il y avait chez les historiens, des coups d'une violence absolue, des tortures, des gamins enfermés dans des cages, mais des cages à lapins. D'une chose qui est... Alors, après, je me dis, mais qui sont les gardiens qui font ça? Alors, quart d'heure, avocat du diable, ben, sont les braves gens, quoi. Les gardiens sont des héros de 14-18, ils ont fait le chemin des dames, ils ont fait Verdun, ils ont été blastés, ils ont été blessés, ils ne sont plus accessibles du tout à la vie militaire ni à la vie civile. Et la France, qui a gagné cette guerre, la guerre des DDR, je me rappelle, il y a Hitler qui est au pouvoir, mais on ne le sait pas encore, enfin si on le sait, mais c'est pas un problème. D'ailleurs, c'est très marrant, parce que dans ces lectures-là, je vois que le discours de Hitler sur le fait que le Reich va durer 1000 ans, ce discours est repris intégralement dans l'Ouest républicain, en Bretagne. C'est-à-dire que tous les pêcheurs et tous les agriculteurs ont le discours de Hitler le lendemain dans l'intégralité. Monsieur le Führer a fait un discours. Déjà, c'est des choses que je ne savais pas, mais qui sont assez étonnantes. Ces gens-là ont fait la guerre. Ces gens-là ont chassé les boches des tranchées. Ces gens-là ont été des nettoyeurs très violents. Et on leur demande maintenant de nettoyer ce qu'il y a de mauvais dans la jeunesse de France pour en faire une belle jeunesse. Une jeunesse propre, une jeunesse saine. Et donc, avec autant de cœur qu'ils avaient à tuer le boche, eh ben, ils vont faire en fait que le mioche il marche droit. On n'est pas dans le redressement, on est dans l'appauvrissement, on est dans le baisse les yeux, on est dans tais-toi, on est dans le baisse la tête, on est dans le réponds pas. Tout se fait, c'est pas si vieux, en fait, 34. Ça paraît vieux, mais c'est pas si vieux. Tout se fait au clairon de tranchée. C'est le clairon de tranchée qui fait que les enfants, donc ils sont habillés, donc ils sont en sabots, ils sont rasés, ils ont ce sont des petits bagnards en minuscules en fait. Hein. C'est au clairon qu'ils vont au travail, en rang au clairon. Il y a le lever aux couleurs, il y a le travail, c'est au clairon qu'ils vont déjeuner, c'est au clairon qu'ils vont dîner. Exemple, c'est une chose qui est importante parce que qu'est-ce que c'est qu'un bagne? Un bagne, théoriquement, ce sont des gens qui sont soumis à un travail forcé, qui ne sont pas payés. C'est une punition. Aucun de ces gamins-là n'est payé. Il y a des jeunes, les plus petits, parce qu'ils sont agiles, qui passent mais vraiment de l'aube jusqu'au crépuscule, qui montent de la plage, des brouettes de sable, de cailloux, de coquillages, de gravier. Et ces enfants-là, en fait, construisent les routes du Morbihan. Et le département du Morbihan ne paye pas un seul de ses enfants, mais paye la colonie pénitentiaire. Tu as des gamins qui sont aussi chez les paysans. Aucun enfant n'est payé. Non seulement la colonie est en autarcie, mais en plus l'île est en autarcie, et en plus la commune, en plus l'île, en plus de l'île et de la colonie, le département bénéficie du travail forcé de ses enfants. Donc il faut les tenir, c'est extrêmement important. Et ce jour-là, ça c'est... Je n'aurais pas pu inventer ça. C'est des choses, vous diriez, si j'inventais son gars. Et tout d'un coup, vous avez la vérité, elle est tellement immense. Pourquoi, tout d'un coup, pourquoi est-ce que ces enfants, ils se révoltent?
Parce qu'il n'est pas question qu'il le s'évade. Hein. Ça, c'est la presse. Méfiez-vous des journalistes. Hein. Je connais. Mais pourquoi voulez-vous qu'il s'évade? Non, il se révolte. Et il se révolte pour une question toute simple, donc attestée par les historiens locaux, par la presse locale. Au moment du dîner, le soir, le dîner, tout est codifié. Le dîner, c'est la soupe, le dîner, c'est le plat principal, le dîner, c'est le fromage, et le dîner, c'est un fruit. Un fruit ou une compote, ou voilà. Et au coup de clairon, les enfants mettent la cuillère dans la soupe et mangent leur soupe. Et ce soir-là, alors ça, personne n'explique pourquoi. Personne n'a même gardé le nom de la personne qui fait ça. Il y a un enfant qui mange pas sa soupe et qui tend la main et qui croque dans son morceau de fromage. Il vient de commettre un acte qui est irréparable. S'il croque son fromage avant de manger sa soupe, c'est une preuve d'insurrection. C'est un insoumis. Lorsqu'il fait ça, c'est un rebelle. Lorsqu'il fait ça, il se met au banc de la société des vivants de ce lieu-là. Et le seul fait de manger le fromage avant la soupe, sincèrement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si, il vient d'enfreindre la loi commune. Et s'il enfreint la loi commune ici, qu'est-ce que ça va être à l'extérieur? Donc ce gamin doit être puni, et il est de façon extrêmement violente. Les 3 gardiens qui sont là se jettent sur lui, le massacre, littéralement, c'est-à-dire qu'il y a même un gardien qui lui casse toutes les dents avec ses clés, et il est condamné à 2 semaines, je crois, à l'eau et au pain. Et bien c'est le coup de trop. C'est-à-dire que les enfants ont été humiliés, les enfants ont été massacrés, les enfants ont été violés, les enfants ont été abîmés, les enfants ont été... Et ils se lèvent tous. D'abord, évidemment, les gaïdes, les vieux. Ceux qui, à 21 ans, sont pour les plus sages, vont aller à l'armée, pour les plus durs, vont aller au bagne, le vrai bagne. Ils vont partir à Cayenne, etc. Mais eux se lèvent, et tout le monde suit, les plus petits, les plus humbles, ceux qui n'ont jamais rien fait de leur vie, jamais hurlé, rien, tout le monde se lève et se rue sur les gardiens. Ils frappent les gardiens, ils les abîment, les gardiens vont vers la porte d'entrée, ils savent que la gendarmerie sera là dans 1 heure. Mais en tout cas, il y a une sorte de... Comment dire? C'est une sorte de fête sauvage qui se met en place. Ils vont occuper les lieux qui leur ont fait tant de mal. Donc ils vont brûler tout. Ils vont brûler les ateliers, ils vont aller à la chapelle, enfin goûter le vin de messe, se bourrer la gueule, ils vont s'habiller en curé, ils vont hurler, ils vont pleurer, ils vont brûler, et puis, il y a 2... c'est tout. Les couvreurs de toit avaient oublié 2 échelles. Il y a 2 gamins qui prennent les échelles et qui les mettent contre le mur. Voyant ça, la majorité des enfants prennent peur. Jusqu'à présent, ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement violent, extrêmement dangereux, extrêmement grave. Mais passer le mur, là, c'est quelque chose qui est juste impensable. Et il y a 56 gamins qui passent le mur. Ça veut dire qu'ils passent le mur, c'est-à-dire que derrière le mur, il y a l'océan. Il y a non seulement les gardiens, il y a une ville, il y a l'océan, c'est-à-dire qu'il y a une île. Ils n'iront pas loin, mais en tout cas, ils passent le mur. Il y en a... Et ça, c'est attesté, c'était un temps épouvantable ce soir-là. Aucune embarcation ne pouvait prendre la mer, il pleuvait, le vent, la pluie, c'était épouvantable. Il y a plein de gamins qui se maculent le visage de terre, juste pour sentir. On quitte le gravier, on quitte le béton, et on se macule de terre le visage, la terre, la vie, la sensation de liberté. Voyant cela, la majorité des enfants ont peur, et commencent à se regrouper à l'intérieur du camp, pour ceux qui ne sont pas passés, et s'assiedent par terre, les mains sur la tête, et ils attendent que la répression arrive. Elle va arriver, elle va être extrêmement dure. J'ai tout ça, c'est formidable cette histoire, mais c'est pas un roman. Moi, je peux pas arriver là, je peux pas m'immiscer là. C'est 56, ils sont 56, voilà, ils sont 56, je ne peux que les regarder en me disant la vache, quelle histoire, mais je ne peux pas rentrer dans l'histoire. Il y a une vraie puissance littéraire qui se dégage du roman, et moi ce qui m'a frappé en préparant cet entretien, et tu as un peu commencé à en parler, c'est que justement, tu racontes l'histoire de ce Jules Bonneau, mais j'ai l'impression que tu racontes ton histoire. Oui, on en parlera, mais passer le mur,
S'évader, c'est ce que j'ai fait, moi, à 16 ans et demi. Donc, je me suis évadé à 16 ans et demi, j'ai été sans domicile fixe, j'étais à Lyon. Hein. Il y a le Lyonnais, non? Il n'y a pas le Lyonnais. Non. Avant, il voyageait un peu, maintenant, il reste le cochon à la maison. Non, Cuchon, moi, ce que je voulais, c'était deux choses. C'était comment rentrer dans cette colonie pénitentiaire, comment être crédible, en gamin des années 34, et puis comment faire après, une fois que le mur était passé. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je me suis enfui de chez moi. C'est-à-dire que quand tu t'enfuis à 16 ans et demi de chez toi, quand j'ai vécu dans la rue pendant 1 an et demi, dans la rue, c'est-à-dire seul, et dans la rue, c'est-à-dire dans les squares, dans les entrées d'immeubles, dans les caves, et jamais fait la manche, jamais. Mais on se servait dans les poubelles pour manger. Je dis on parce qu'il y avait plusieurs gens de ma sorte, on ne disait pas SDF à l'époque, mais et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer pour Jules après qu'il ait passé le mur. Et donc ça sera la deuxième partie du roman. Mais déjà, il faut qu'il passe le mur, et déjà Jules, d'abord, n'existe toujours pas. J'ai 56 gamins qui s'évadent, et là, ce que j'apprends, c'est que l'île entière va se mettre à leur chasse. Et ça, c'est bouleversant, parce que nous sommes en 1934, et donc Hitler est au pouvoir. Il va se passer quelque chose sur cette île qui va être, pas exactement, bien sûr, ça ne peut pas être la même chose, mais il va y avoir des gens qui vont collaborer, ramener les enfants à la pénitentiaire, et il va y avoir quelques justes. Ici, une cigarette, ici, un morceau de pain, ici. Et ça m'intéresse parce que cette évasion aurait eu lieu en 70, par exemple, il n'y aurait pas eu la même image. Mais là, c'est une image qui est très très forte d'une île qui est coupée en deux entre ceux qui aident quand même et ceux qui sont là pour la loi et l'ordre, d'autant que les gendarmes ont une super idée. Pour chaque enfant ramené à la colonie, on offre 20 francs, une pièce de 20 francs argent. 20 francs argent dans le Morbihan, à l'époque, c'était 4 pains de 3 kilos, donc c'est énorme parce que le Morbihan était l'un des départements le plus pauvre à l'époque. Donc 4 pains de 3 kilos, pour une famille, c'est assez formidable. Qu'on s'entende bien, un enfant, 20 francs, 2 enfants, 40 francs. Donc plus on en rapporte, plus on en ramène, enfin on en rapporte sur les épaules, plus on en ramène et mieux c'est. Et tout de suite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs sortes de chasse à l'enfant. Il y a ceux qui y vont parce qu'ils ont faim, et ça c'est vrai. Il y en a qui y vont parce que... Il y a ceux qui y vont parce que ça les amuse, parce qu'il y a une sorte de sport, les chasseurs notamment. La chasse n'est pas encore ouverte à Belle-Île, et les chasseurs s'habillent en chasseurs avec leurs armes, et ils partent à la chasse, tout feu allumé, les voitures, les bonnets, les casquettes, les bottes, et ils chassent l'enfant toute la nuit. Il y a un chasseur le lendemain qui raconte à un journaliste local, il y en a un à un moment donné qui vient vers moi, mais il était bien plus grand que les autres. Il lui demandait d'avancer près de mes phares, et j'allais tirer en fait. J'allais tirer parce qu'il avait une moustache noire, donc à 12 ans on n'a pas de moustache noire. J'allais tirer et il a crié « Non monsieur, je n'en supplie, ne tirez pas ». Puis je trouvais qu'il avait une voix d'enfant. Je lui ai demandé de s'approcher des phares. En fait, c'est un jeu d'ombre. Il était beaucoup plus petit que je ne pensais. Et en fait, et dit-il, ce tartarin, mais avec le sourire, en fait, c'était pas une moustache, c'est qu'il s'était nourri de mûres toute la nuit et ses lèvres étaient noires. Ces enfants-là qui étaient chassés, il y avait ceux-là qui chassaient, il y avait ceux qui étaient déjà pour la loi et l'ordre. Donc il fallait que ces petits salopards retournent à la colonie pénitentiaire parce que, une deuxième fois après les gardiens, je vais parler de la population, invoque du diable. Elle ne sait rien d'eux. Elle les voit qui sortent du bateau, enchaînés, qui partent à la colonie. Mais qu'ont-ils fait, ces enfants? Personne ne sait que ce sont, pour la plupart, il y a des voleurs de pommes, mais personne ne sait que pour la plupart, ce sont des petits sans rien, sans famille, des chiens perdus sans collier, comme on dit. Et c'est tout. Les gens ne savent pas s'ils sont là, c'est bien pour quelque chose. Alors si un s'évade, attention à vos filles, mesdames, attention à vos bateaux, messieurs, attention à vos commerces, 56, quelle horreur. Et donc ils se mettent à la chasse à l'enfant, parce qu'ils sont,
pour la plupart en tout cas, persuadés que 56 tueurs, violeurs, monstres viennent de s'évader de la colonie pénitentiaire. Donc il y a aussi cette violence qui veulent les remettre dedans. Et puis il y a aussi ceux qui sont, encore une fois, pour la loi et l'ordre. Donc il y a pas mal de croix de feu, de gens d'extrême droite qui se mettent... Parce que c'est la France sale. C'est la France des trottoirs. Alors c'est pas dit comme ça, mais si on les laisse vivre comme ça, un jour ils voteront mal, un jour ils penseront mal, un jour ils syndiqueront mal. Et ces mômes-là, il faut les casser avant qu'ils ne nous cassent. Génial, mais c'est pas un roman. Et le roman arrive, ça y est, enfin. Je lis la presse, évidemment. Je suis terrorisé et en même temps fasciné par ce qui se passe. Et en fait, il y en a 55 qui sont prêts. Il en manque un. Il manque le 56e. Je ne vous cache pas que pendant 2 mois de lecture, après je me dis, ils vont le retrouver, ils l'ont pas retrouvé, jamais. Les gendarmes ont dit, il se sera noyé, probablement, puisque la mer était déchaînée. Un autre a une jolie expression, il aura trouvé refuge sous un jupon accueillant de l'île. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça y est. Moi qui suis romancier, je vais être le 56e. J'ai le droit. Moi qui suis journaliste, je ne vais pas trahir la vérité historique. Moi qui suis un enfant et un homme, je vais dire à mon père, tu vois, tu voulais que j'y aille, j'y vais. Sauf que ça ne va pas se passer comme tu voulais, papa, parce que d'abord, il y a cette évasion magnifique qui me tombe dessus, donc je vais être dans les évadés, et moi, vous ne me retrouvez jamais, jamais, jamais. Et donc, mon problème, c'est l'évasion, bien sûr, donc je vais être le 56e qu'on a jamais retrouvé. Si ce 56e avait été retrouvé même 1 an après, je n'aurais pas pu écrire ce livre-là, parce qu'il avait un nom, parce qu'il avait une adresse, il avait une famille, il avait une vie. Et je ne peux pas... c'est comme lorsque j'ai écrit un livre sur les mineurs, 42 morts, la dernière grande catastrophe à Liévin, en France. Il y a eu 42 morts. Je ne peux pas inventer le 43e. Il a fallu que je trouve un moyen pour rapprocher les 42 sans abîmer ce chiffre sacré pour moi. Et voilà, ça y est, je peux... Alors voilà, il faut que... Alors, je ne vais pas être sorti non, ça va, c'est bon. En revanche, je peux être qui, moi? Et alors là, je vais parler un peu de moi. Moi, je suis d'une famille sans culture. Père banalement, ou pas banalement, mais en tout cas père antisémite, maladivement, à moins qu'ils le soient tous, raciste, antisémite. J'avais 2 livres à la maison qui étaient sous clé, mais qu'on voyait. Vous savez, les télévisions étaient fermées à clé à l'époque pour pas que les enfants regardent la télévision. Il y avait une biographie d'Adolf Hitler et un livre sur les Waffen-SS. C'était je trouve que comme base pour entrer dans la vie, c'est pas suffisant, mais en tout cas, voilà, c'était ce que j'avais. Et mon père ne voulait pas que les livres rentrent à la maison parce que les livres étaient sales, les livres c'était les mensonges. Je pense aujourd'hui, il aurait été le chef des complotistes du monde entier. Il aurait été c'est un roi complotiste, je pense que ça aurait été lui. Chaque livre qui rentrait à la maison salissait, pervertissait son fils et sa femme. Donc, il y avait Rivarol, quand même, journal de gauche bien connu, mais tout le reste était interdit. Mais ce qui fait que j'étais obligé de lire la bibliothèque verte Bob Moran chez les copains. J'ai même pas eu Bob Moran chez moi, c'est une catastrophe. Heureusement, à Lyon, toujours, j'avais une grande bibliothèque, qui s'appelait la bibliothèque Saint-Jean à Lyon. Et j'étais souvent à la bibliothèque Saint-Jean. Il y avait une bibliothécaire assez âgée, elle devait avoir 30 ans, et qui voyait ce gamin qui était là, un petit peu pas à l'aise, aux heures de l'école buissonnière. Elle ne m'a jamais dénoncé, jamais. Mais elle était là, elle me voyait parce que je lisais. Et je lisais généralement des choses que j'apprenais à l'école, mais je voulais en savoir plus grâce aux livres. Et un jour, je me souviens très bien, c'était en été, parce qu'elle m'a vu, et elle a vu sur mon corps, sur mes cuisses nues, j'avais un short, et sur mon visage, elle a vu des coups. Elle a compris. Je pense qu'elle avait compris depuis longtemps, mais là, c'était très... Et elle me dit, écoute, il y a un petit bonhomme aimable. Je pense qu'il y a un livre qu'il faut que tu lises. C'est L'Enfant de Jules Vallès.
Et moi, l'enfant de Jules Vallès, ouais, d'accord. L'enfant, j'aime bien parce que je suis un enfant. Il s'appelle l'enfant, il y a sûrement quelque chose qui va me toucher dedans. Elle me prête le livre qu'il faut que je cache, et là je suis dans le bus, le 38B, qui monte de Saint-Jean à Saint-Irénée à Lyon, et je l'ouvre, et j'ai pas pu aller plus loin que la première page au début. Cette première page que j'ai mis en exergue de mon livre, je crois que ça a été mon socle en fait, pour comprendre la littérature, comprendre ce que c'était qu'un livre, ce que c'était qu'un roman, ce que c'était qu'une fiction, et à quoi ça servait. Pour moi, les livres, c'était des livres de classe. Et là, Jules Vallès écrit dans L'Enfant, en ouverture, à tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège, qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents, je dédie ce livre. J'étais dans le bus, et pour la première fois de ma vie, il y avait un gamin qui s'appelait Jules Vallès, qui disait à un petit Lyonnais qui s'appelait Sorge, t'es pas tout seul, bonhomme. On est au moins deux. Et ça, pour moi, par le livre, par cet exercice, ensuite la lecture, me rendre compte qu'on était au moins deux, que je n'étais plus tout seul avec ce monstre-là, ça a été un bouleversement pour moi immense. Et après, je me suis fait d'autres copains. Poil de carotte, évidemment, et d'autres copains encore. Et puis Vipère au point, et puis j'ai haï la folle coche. Puis tous ces Thénardier. Et je me suis fait en fait une corde de complices, corde de petits vauriens, comme moi, et ça m'a aidé. Donc quand je vois qu'il en manque un, le 56e, ben je vais l'appeler Jules quand même. C'est la moindre des choses. Et c'est pour ça que le 56e, je l'ai appelé Jules, et je l'ai appelé Jules Bonneau, parce que nous sommes juste après la bande à Bonneau, mais ça ne s'écrit pas pareil. OT, deuxième OT pour Bonneau, EAU pour le mien. Et je voulais qu'en plus de tout ça, Jules, il ait une sorte de prédisposition au crime, c'est-à-dire qu'il porte ce nom qui est trop lourd pour lui, mais pour qu'il soit tout de suite catalogué. C'est-à-dire que quand Jules Bonneau, en Mayenne, pêche dans un étang et que le garde champêtre lui dit « T'appelles comment, toi ?»« Jules Bonneau, monsieur. » Il dit « Ah oui, c'est ça. Moi, je suis le chef de la sûreté, peut-être. » Et je voulais ça pour Jules. Je voulais qu'il ait qu'il ait une faiblesse supplémentaire et une force supplémentaire. Donc voilà, il m'en manque un, 56e. Jules Bonneau, ben, je crois que je peux commencer à devenir l'un d'eux. Sans forcément dévoiler ce qui va se passer après. Et Jules Bonneau va faire des rencontres, justement, qui vont l'aider qui vont simplement l'aider. Comment et pourquoi tu as construit ces personnages-là? Parce que j'ai été aidé, en fait. Voilà, je me retrouve dans la rue, 16 ans et demi. C'est simple, hein, je serais tombé sur un groupe de l'église de Scientologie qui m'aurait dit « Mais t'es un mec bien, on croit en toi, on t'aime, t'es pas si con que ton père me disait, nous sommes une famille, on peut t'apprendre à vivre. » Mais j'y allais. J'ai pas de repères, j'ai pas d'amour, j'ai pas de tendresse, j'ai rien, je suis un sac vide. Je serais tombé sur les adorateurs de l'oignon, une secte. Aujourd'hui, je ferai un truc sur l'oignon devant vous. J'y allais. Bon, malheureusement pour l'oignon et pour je suis tombé sur la gauche. Et je suis tombé sur des profs et l'extrême gauche. Sur des profs qui m'ont. Sur des gens d'abord, qui m'ont ouvert à la littérature, qui m'ont vraiment ouvert au cinéma. La première fois que je suis allé dans un musée, c'était avec ces nouveaux amis. J'ai jamais allé dans un musée, jamais dans un théâtre, jamais au cinéma. Enfin, si, j'allais au cinéma une fois par an, parce que mon père avait un bon gratuit pour Noël au cinéma qui s'appelle La Fourmi, et on allait voir de vieux films en noir et blanc, bref. Et tout d'un coup, il y a un monde qui s'ouvre. C'est-à-dire que moi, je viens d'un père qui me dit « Fais attention, je te dis un truc, tu gardes toute ta vie dans ta tête. » Les Arabes, dans le couscous, ils écrasent des vers pilés pour tuer les Français. Et moi, je vis avec ça. Premier restaurant avec les copains, devinez, je prends un tagine, au cas où, et je leur explique. Ils me regardent en disant « Ah oui, d'accord, on va avoir du boulot avec celui-là. » Mais pour moi, ce qui est formidable, c'est que je m'ouvre à autre chose. Je comprends d'autres choses. Fils d'un raciste absolu, je me retrouve à faire de l'alphabétisation pour les enfants de travailleurs arabes dans les derniers bidonvilles de la région parisienne. C'est-à-dire que tout d'un coup,
Non pas parce que je ne veux pas être comme lui, mais tout d'un coup parce qu'il y a un autre monde qui s'ouvre. Et cet autre monde qui s'ouvre, je veux l'offrir à Jules. Jules, il a passé le mur. Jules, il ne connaît que la violence. Il ne connaît pas la tendresse. Il n'a jamais eu d'odeur de sa mère au moment du coucher. Il n'a jamais eu d'histoire de son père avant de s'endormir. Et Jules, je veux lui trouver des hommes à sa mesure. Alors, je ne peux pas évidemment mettre des profs de fac à Belle-Île en 1934, mais je vais lui trouver des marins-pêcheurs, des sardiniers, je vais lui trouver des arides, des durs comme ça. Et à chacun de ces personnages, je donne un prénom qui sont dans mon intimité, en fait. Il y a Renan. Renan, il est somptueux, Renan. Ben, Renan, c'est simplement le libraire de Belle-Île, de la librairie qui s'appelle La Longue Vue. Et c'est grâce à Renan que je suis rentré dans les cellules. Il m'a expliqué, il m'a fait tout visiter, tout expliquer. Renan sera mon héros, parce que je tiens à lui. Comment puis-je appeler la femme de Renan? Il me dit, bah, comme la mienne, Sophie. Ben voilà. Donc il y a Sophie. Et Renan, qui est une chaloupe sardinière, comment peut-on appeler le nom de la... Comment je peux appeler cette chaloupe? Bah, tu sais, habituellement, quand on avait une femme puis qu'on l'aimait, bah, c'était la Sainte Sophie ou la Sainte Brigitte. Voilà, c'était la Sainte Sophie. Tout va bien. Il manque encore quelqu'un, et puis il manque plusieurs personnes. Alain. Je vais créer Alain, qui est une sorte de communiste à l'ancienne, qui ne parle que comme l'humain ou comme les traîtres. Renan, on a dit, mais ta gueule, arrête. Chaque fois que je t'entends, j'entends un tract. Arrête, parle normalement. Moi, je veux que Alain me parle et pas j'ai l'impression que tu lis avec des points d'exclamation tout le temps, ça suffit, c'est pas bien. Alain, c'est mon seul frangin. J'en ai un. Alain, c'est le seul Français qui a été condamné pour appartenance à la républicaine irlandaise. C'est par lui que je suis allé en Irlande, par lui que j'ai aimé l'Irlande, et c'est grâce à lui que plein de gens en France ne sont pas tombés, par exemple. C'est qui est toujours bien. Donc j'offre Alain. Et il y a la guerre d'Espagne qui arrive. Il manque un Basque. Et donc je vais prendre Pancho. Pancho, alors bah, c'est comme mon frère aussi, ma fille, je vais donner en troisième prénom le prénom de la fille de Pancho, et Pancho s'est longtemps occupé des prisonniers basques nord et sud. Je ne veux pas dire que ce sont ces gens-là qui sont sur cette embarcation-là, mais je veux que cet homme-là, ce petit Jules, je veux qu'il soit entouré de mes anges gardiens, entouré de gens en qui j'ai confiance, mais ils ne sont pas les mêmes, parce que je ne leur ai pas donné la même morphologie, le même âge, etc. Mais je veux que Pancho s'engueule avec Jules en disant mais arrête de prendre pour... Je veux offrir à Jules une force d'homme et de femme, parce qu'il y a Sophie qui est une femme formidable, je veux lui offrir ça pour qu'il apprenne à desserrer les poings. Moi, il a fallu que j'apprenne à desserrer les poings. J'étais une teigne ou un enragé, comme vous voulez, dans le sens où j'étais bègue lorsque j'étais enfant. J'en ai jamais parlé, parce que je suis jamais venu ici, mais j'en ai parlé dans Le Petit Bronzy, qui est mon premier roman, mais j'étais très très bègue. Et très très bègue, ça veut dire que je n'avais pas d'oralité. Comme ça. Non seulement je bégayais comme ça, mais mon père, qui mentait, me faisait dire des choses épouvantables. C'est-à-dire que quand j'ai écrit dans Profession du Père que quand tous les enfants arrivaient le premier jour de classe, le prof qui disait alors nom, prénom, Profession du Père sur une feuille de papier, position de la merde, on s'en foutait, ça n'existe pas, c'était pas un truc, c'est un truc, il n'y avait pas encore, les femmes n'avaient pas encore un carnet de chèques, donc voilà. Et Profession du Père, et mes copains étaient là, ils se remplissaient, et moi j'étais épouvanté parce qu'ils m'avaient dit d'écrire quelque chose. Et je revois encore ces maîtres d'école. Je me demande c'est lequel. Voilà. Monsieur, ton père est agent secret? Et c'est monstrueux. Une fois, il était agent secret. Ça je le raconte dans Profession du Père, justement. Alors, j'ai mis du temps à comprendre que tout ça était faux. Un temps infini. Que non, c'était pas le seul Français qui avait quitté Dien Bien Phu à pied pour rejoindre les lignes françaises, qu'il n'avait pas été dans la Waffen-SS à défendre le bunker de Hitler, même après sa mort, qu'il n'avait pas créé les compagnons de la chanson, et qu'il avait quitté parce qu'Edith Piaf était un de lui, qui n'est pas prof de judo non plus, ou des Japonais venaient le voir sur les tatamis
exprès tellement il était incroyable. Tout ça a été faux, mais moi je croyais. Il avait été aussi pasteur presbytérien, il avait été chef de l'OAS. Et ça, c'est dans la profession dans enfant de salaud. C'est-à-dire que oui, pendant 6 semaines, il m'a entraîné à tuer De Gaulle. C'est-à-dire que je vis dans cette épouvante-là, et je n'ai pas de tendresse en face. J'ai que de la peur, j'ai que des poings serrés, et je ne sais pas desserrer les poings. Et quand je suis bègue, en plus de tout ça, je suis bègue, et ce qui fait que, et ça quand j'en parle aux jeunes, et je fais attention dans les écoles, mais j'aurais tellement aimé quelqu'un qui me dise le bègue, il est bègue, Louis Zoum, moi ça me passera, toi tu resteras con toute ta vie. Ou moche toute ta vie. Ah, bonheur, mais je ne peux pas le faire. Tout ce que je peux faire, mais ce toi, dit, mais quoi, toi. Et donc j'avais de la violence en fait. Donc et ben, une fois que le gamin me dit et ben, quand il était par terre dans le trou avec le nez en sang, et ben, c'était fini. Et j'ai vécu ça, je n'étais pas méchant, je ne l'agressais pas, je me défendais pour vivre. Je survivais, mais évidemment, ça se terminait toujours chez le recteur, etc., ou chez le directeur. Mais en tout cas, cette colère et cette rage-là, je l'ai connue jusqu'à ce que, et c'est étrange, enfin c'est pas étrange, mais jusqu'à ce qu'un jour, une jeune femme, j'étais plutôt touché par elle, elle était mignonne, nous étions en 5e. Et moi, j'étais le petit, on n'était pas dans la même classe. Il y a une fête de fin d'année, comme ça, puis moi, j'étais le ténébreux qui disait rien, heureusement, oui. Le petit trop intelligent, non, c'est pas du tout, c'est que je ne peux pas parler. Et elle est venue me voir, et elle m'a dit, tu t'appelles comment? Alors le S, la lettre de ton prénom, le P de papa, le M de maman, le T de je t'aime, c'est impossible, tu ne peux pas les dire. Et c'est assise à côté de moi, je me souviens, il n'y avait pas une boule à facettes, mais les profs avaient ça bien, c'était sympa, c'était un peu dans l'obscurité. Elle me dit, parce que je te regarde, t'es étrange, jamais avec les autres, tu ne parles pas. Et elle m'a dit une chose qui m'a, non pas guéri, mais qui m'a dit, il faut que je commence à travailler dessus. J'ai dit, elle me dit, tu sais, j'ai le temps. J'ai le temps. Personne ne m'a dit ça. J'ai le temps. Pas quelqu'un qui a essayé de finir ma phrase, pas quelqu'un qui a ri, quelqu'un qui a dit à celui qui ne pouvait pas parler, j'ai le temps. Et je veux offrir ça à Jules. Jules, je veux qu'il ait 2 choses les plus difficiles du monde, c'est de desserrer les poings, comme il a fallu que je les desserre, et qu'il apprenne que les mains qui vont se tendre ne vont pas redevenir des poings aussi vite qu'il le craint. Et ça, donc voilà, la première partie, la violence, parce que lorsqu'on me dit c'est très dur au début, la première partie, bien sûr, c'est-à-dire si je ne peux pas expliquer de quoi il s'évade si on n'est pas à l'intérieur. Mais la deuxième partie, c'est la création d'un homme. C'est la mise en place d'un homme bien. Alors qu'il restera jusqu'au bout dur, parce que tu ne peux pas tout d'un coup... mais c'est ça, j'offre à Jules toute la violence qui m'a été faite, et j'offre aussi toute la beauté qui m'a été donnée après. Ben ouais. Parce que c'est quand même, c'est magique. C'est-à-dire que plein de gens me disaient, ah oui, donc tu as vu le poème de Prévert et tu t'es dit, tiens, je dis le poème de Prévert, et figurez-vous que j'étais au milieu du livre, je n'avais pas percuté. Je n'avais pas percuté que Chasse à l'enfant de Jacques Prévert parlait de l'évasion, de la tentative d'évasion des gamins de Belle-Île en 1934. Je l'ai annonné. Voyou voleur, je la prends. Mes filles l'ont annonné. Voyou voleur. Je ne me souviens pas d'une institutrice ou d'un instituteur qui soit penché vers nous en disant faut pas faire gna gna gna. C'est un drame, ce poète. Je m'en souviens pas. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que Prévert, bon sang, dans ce poème, parle de la même chose. Et là, pour moi, c'est le pouf. On est un peu Buchouchen, t'es en Bretagne, bah ouais, t'es en Bretagne. Et cette phrase juste magique, quand je dis à mon copain, mais comment est-ce qu'il a appris? Il me dit, mais t'es idiot, quoi, il y était. Et donc Prévert était à l'hôtel du port, lorsqu'il entend les enfants se faire massacrer, il descend, il est fou de rage. Et ce poème-là, plus tard, mais ce poème-là, va être l'un des éléments qui va faire fermer les colonies pénitentiaires. Et là, j'avais 2 choix. Les copains m'ont dit, comme si j'avais été historien, tu mets le poème de Prévert en exergue, mais pas du tout. Je suis romancier, on va devoir l'écrire, ce poème. Bien sûr. Alors là, maintenant, j'ai
deux choix encore. Le choix américain, donc Prévert commence à écrire le poème, et Jules dit « Je peux vous aider ?» Et voilà, ça vous fait marrer, bien sûr. Parce que Jules s'en fout du poème, il s'en fout de Prévert, il s'en fout de la poésie. Et donc, il fallait que jusqu'au bout, je tienne Prévert pour ce qu'il était. J'ai écouté beaucoup de ses émissions, de sa voix, de ses intonations, de tout ça, pour je ne veux pas qu'un vieux prévériste ou prévérien ou je ne sais pas quoi, un problème sur... quand ils se croisent là, Prévert a une attitude qui n'est pas la sienne. Je ne veux pas ça. Donc, tant que je ne suis pas sûr, je ne mets pas Prévert. Mais ça y est, j'ai les 55. J'ai le 56e, j'ai les enfants, j'ai l'évasion, j'ai Prévert, je crois que je peux m'y mettre, quoi. Et je m'y suis mis. Moi j'en ai juste une, juste en sortant de l'enragé, sur ton travail de romancier et de journaliste. Comment tu allies les deux, en termes d'écriture, en termes de... Voilà. En fait, j'écris, je ne suis pas journaliste, je suis reporter. Maintenant, moins, puisque maintenant je suis au Canard. Donc comme vous savez, les reporters au Canard, il n'y en a pas beaucoup. Mais maintenant, j'aime pas trop, mais on fait un peu les malins. Moi, j'aime bien parce que c'est un journal satirique, donc j'adore. C'est plus simple, au lieu de dire « Oh, le policier a tapé très fort sur cet étudiant », de dire « Ouais, bravo les mecs, vous avez dû l'acheter plutôt, non ?» Ça, c'est plus rigolo. Moi, je trouve ça tellement plus fort que de se plaindre, que tourner en ridicule. Mais en tout cas, c'est plus le reportage. Mais moi, je suis un reporter, et quand je relis mes reportages de guerre, j'ai été reporter de guerre pendant 23 ans, mais il n'y a pas de différence d'écriture entre les reportages et les romans. C'est-à-dire que je ne suis pas la presse anglo-saxonne, qui, où, quand, comment, etc. Moi le plus beau compliment qu'on pouvait me faire sur un reportage, c'est qu'on me disait, c'est marrant, parce que je ne sais pas si je l'ai vu ou si je l'ai lu. Pour moi, ça, c'est la plus belle chose. Quand j'étais prof, et que je donnais des cours de reportage aux élèves, je leur disais, commence toujours par une image. Toujours. Emmène ton lecteur là. Je sais que, notamment, ça me fascinait, qu'en pleine guerre Irak, donc à Bagdad sous nos bombes, et moi, mes articles commençaient par ce missile Tomahawk américain qui tombe sur un truc parfaitement ciblé, c'est-à-dire un hôpital, enfin bon, c'était... voilà. Moi, je commence avec ça. Je suis à côté d'un type du Washington Post, qui est avec moi, et qui commence son papier par... À Washington, on nous dit... Et mais c'est pas ça que je fais, moi. Washington, les éditorialistes le feront ailleurs que moi. Moi, je suis sur le terrain, j'ai la chance de voir, ou la malchance, de voir, d'entendre, d'apprendre des choses que vous ne voyez pas, mais je ne vais pas commencer, moi, avec ce missile Tomahawk, à commencer un papier, ce que font les Américains très souvent, par à l'Élysée, il a été dit que c'est pas mon rôle. Donc je suis déjà, non pas dans le roman, mais je suis déjà dans l'image. Et pour moi, c'est extrêmement important. En revanche, la seule chose que je ne peux pas faire pour un journal, en tout cas les journalistes ne peuvent pas faire, à mon sens, moi je suis la vieille école, dans un journal, c'est de dire je. Voilà. Donc moi, depuis le début du journalisme, je travaille toujours sur des petits carnets à spirale, et sur la page de droite, c'est tout ce qui va concerner le journal. Je suis à Beyrouth, ça tombe, les femmes hurlent, etc. Sur la page de droite. Sur la page de gauche, c'est mon dégoût, c'est ma peur, c'est mes larmes, c'est ma colère, c'est ma haine. Et en fait, mes romans sont les sommes de toutes mes pages de gauche. Tout ce qui n'a jamais trouvé place dans le journal, mais qui a pu trouver place ailleurs dans un roman. Quand j'ai fait un livre qui s'appelle Le quatrième mur, sur la guerre du Liban, d'ailleurs il sort en film, hein, je vous le dis, je l'ai vu, il est somptueux. Il sort pas maintenant parce que les distributeurs sont un peu embêtés à cause de la situation internationale, qui est une connerie tellement, enfin c'est pas grave. Je suis à Sabra et Shatila. Donc, massacre des Palestiniens, vieillards. Il n'y a plus de soldats à l'intérieur, il n'y a plus aucun combattant. Nous sommes en 82, à Beyrouth, il n'y a plus aucun combattant, mais en tout cas, il y a les vieillards, les femmes et les enfants qui sont massacrés. Alors pour une fois, on va en profiter, par des chrétiens qui ont la Vierge Marie collée sur la crosse de leur fusil, par des Qataris. Je suis reporter. J'assiste. J'espère qu'il y aura un tribunal pénal international. Il y en a pas eu. Mais en tout cas, j'assiste. Mon travail,
c'est pas de faire la littérature. C'est pas de dire c'est pas de dire oh c'est dégoût. Mon travail, c'est d'être clinique. C'est que chaque chose puisse être utilisée pour demain, pour après-demain, comme une preuve évidente. Donc je suis désolé pour les enfants, mais quand j'ai eu une mère entrée avec l'enfant sorti, je pleure pas. Je décris la scène exactement, le lieu, la poussière, les essaims de mouches sur... Voilà, ça c'est mon travail. Mais après, je fais quoi, moi? Après, comment je m'en sors de ça? Pareil, quand dans Châtillon, je rentre dans une petite maison comme tant d'autres, et à l'intérieur, il y a le grand-père, la grand-mère, les enfants morts, enfin, c'est une catastrophe, et il y a cette magnifique jeune femme qui devait avoir 22 ans peut-être, rousse, ce qui était assez rare chez les Palestiniens de ce moment-là, et qui a été violée manifestement et étouffée, étranglée, étouffée, et les mains lacérées par des fils de fer. Je fais quoi? Je la décris. Quand j'écris le 4e mur, je retourne à Beyrouth. Je fais quoi? Elle n'est pas morte. Je l'appelle Iman. Pardon. J'ai le droit de la faire institutrice. Je la fais se relever. Je la fais réciter des poèmes avec ses enfants du grand poète palestinien Mahmoud Darwish. J'ai le droit de réveiller une morte en disant tu vas faire cette idée qui est complètement folle et qui ne se fera pas, mais tant pis, tu vas être mon Iman, tu vas être mon Antigone, et puis je vais relever d'autres morts que j'ai vues à droite, à gauche, etc. On va essayer de faire... Ça, c'est de la littérature. Ça, j'ai le droit de le faire, mais à une seule condition. C'est qu'à la fin du livre, je la remette sur son lit de mort. Parce que je lui dois. Mais voilà, c'est ça, pour moi, la différence. Je suis journaliste, je regarde une morte, je suis romancier, je lui prends la main et je lui dis viens. Puis je l'aime un petit peu, quoi, en plus, tu vois, parce qu'elle est jolie. Et ça, si je n'ai pas l'un avec l'autre, si j'ai l'un sans l'autre, je m'en sortirai pas. Maintenant, quand je pense à cette gamine, c'est dingue. Alors, elle meurt à la fin, dans le livre comme dans le film, mais quand je pense à elle, ben, elle est institutrice, quoi. Je ne connais pas son nom, je ne connais rien, mais c'est mon institutrice, c'est-à-dire que tous ces gens ont vécu ensemble un moment d'espoir, ce qui ne fut pas le cas pour les journalistes, mais ce qui peut être le cas pour un historien, pour un romancier. J'ai rencontré le mouvement politique qui a créé Libération. Ah oui, ça fait vraiment 73 les... Ah oui, ouais, je suis rentré en 73 et avant ça, j'ai connu un journal qui s'appelait La Cause du Peuple. Ouais, okay. Et le cri de la cause du peuple, je ne sais pas du tout Marx, tout ça. C'était non au racisme anti-jeune. Ouais. Je me suis dit, waouh! Je vous rappelle, pas pour eux, on n'avait pas de radio. Ouais. On n'avait pas de télé, on n'avait pas de journaux, à part achetant des têtes de bois. On n'avait rien. Il a fallu tout construire. Et donc, je trouve que c'est... Alors, moi, quand je dis à mes enfants qu'on avait un dessin animé le jeudi vers 16h, ils sont hallucinés. On n'avait rien. Et il y avait, alors le mot racisme est trop fort, mais il y avait un truc contre les jeunes qui était extrêmement violent. Extrêmement violent. Va travailler, toi. Et ça, c'était un truc... Et tout d'un coup, je me retrouve en face de gens qui ne sont pas en train de m'expliquer la Chine, mais qui c'est un mouvement anti-autoritaire. Et tout d'un coup, moi, anti-autoritaire, c'est mon père, c'est d'où je viens, c'est ma famille. Et ce mouvement anti-autoritaire, en plus, enfin, c'est bête à dire, il me conduit vers la beauté. Moi c'est rare, j'ai des souvenirs, je ne savais pas que c'était possible de pleurer devant un tableau. Et on m'a appris à pleurer devant un tableau. Et plus tu pleures devant un tableau, et plus tu es enragé, en fait. Tu es enragé contre ceux qui t'ont empêché de le voir, ce tableau. Je pense que je me suis mis à être journaliste. D'abord, parce qu'on ne pouvait plus aller dire... C'était des mouvements qui étaient très violents des deux côtés. Moi, je me battais, les gens avec qui je me battais en face, qui étaient des très très bons bagarreurs. C'était Alain Madelin, c'était Devedjian, c'était Longuet, ben oui. Et c'était des vrais, super. Le Devedjian, non, il s'est sauvé. Longuet, Madelin, des vrais cogneurs, mais géniaux, quoi. Bravo les mecs. Mais c'était ça, c'est-à-dire que la violence était une autre expression de la politique. C'est un autre monde. Là, on voit les Black Blocs Bichon, ils sont tout petits. Mais là, c'était des manifestations de 6 à 7 000 personnes armées. C'était une violence folle. Pierrot Vernet,
pour ceux que ça dit quelque chose, meurt en 72, et on se rend compte que la mort existe, et que tout ce qu'on est en train de vivre là n'a aucun sens. On ne fera pas action directe, nous. C'est-à-dire, le peuple, il est où, le peuple? Il veut dire, il n'est pas là. On fait des manifs violentes, on passe 2 rues, il y a des enfants qui font les courses avec leur famille pour Noël. On n'existe pas, rien n'existe. En plus, on n'est pas allemand, on n'a rien à expier, on n'est pas italien, on n'a rien à expier, on n'est pas japonais. Fraction armée rouge, etc. On n'a pas ça. Alors, il y a eu la collaboration, mais il y a eu la résistance. Même au chien, voilà. Et comment est-ce qu'on peut continuer de se battre par d'autres moyens? Et si on crée un journal quotidien, allez, Libération, 73. Et ça, sans Libération, sincèrement, je ne sais pas ce que c'est devenu. Mais en même temps, ceux qui ont refusé ça et qui ont continué à se battre, Action Directe, etc., moi je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec eux qui me disaient, toi tu sais écrire, mais moi pas. Qu'est-ce qu'on va devenir nous? Et c'est bouleversant parce que c'est un peu compliqué. Mais donc je crois que je suis devenu journaliste parce qu'il fallait qu'on change le monde, mon Dieu. Enfin, maintenant, on fait en sorte qu'il ne nous change pas nous, mais voilà, on est sur des bases repliées à l'avance. Mais je suis devenu journaliste parce qu'il fallait en finir avec la stérilité de la violence et voilà, donc faire autre chose, trouver un autre moyen d'unir, de dire ce qu'on voulait dire depuis le début, mais plus dans la rue, mais dans le journal, et aussi pour la recherche de la vérité que mon père m'avait cachée toute sa vie. Donc le journalisme, pour moi, ça a été aller chercher la vérité, alors que j'ai vécu dans le mensonge sans cesse. Et romancier, c'est le bégaiement, en fait. Quand j'ai écrit, moi je ne voulais pas être romancier, ça ne m'a pas intéressé. Mais quand j'ai écrit Le Petit Bonzi, mon premier roman qui est paru en 2005, c'était sur la violence d'un bègue. Qu'est-ce que c'est que la violence? C'est pas un que sais-je sur le bégaiement. C'est comme c'est difficile, les mots qui ne sortent pas, les mots qui restent en bouche. Comme c'est dur, c'est-à-dire qu'on pense, dans certaines sociétés africaines ou d'autres, on pense que le bègue est un imbécile, en fait. Mais c'est pas ça, c'est que tu as trop de mots en toi. Moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est le mot rouge, c'est un R, une pomme rouge. Mais le bégaiement t'oblige à avoir des dizaines de mots cachés. Si rouge ne sort pas, il faut que tu aies carmin, vermillon, garance. Il faut que tu aies pourpre. Même si tu commences à t'en éloigner, à la fin, tu passes pour un imbécile, parce que la pomme est rouge, puis tu dis elle est jaune, parce que c'est le seul mot. Mais pour moi, c'était ça. Le Petit Bonzi, c'est la violence d'un enfant qui est bègue, qui vit avec un menteur, dont tout le monde se moque, et qui... il s'appelle Jacques, dans mon roman, j'ai pas osé dire Sorge, et qui s'invente le seul petit personnage, le Petit Bonzi, qui ne se moque pas de lui. Mais en écrivant Le Petit Bonzi, j'ai aimé l'écriture romanesque. J'ai aimé l'écriture romanesque parce que tout d'un coup, j'étais libéré de l'actualité, j'étais libéré de l'obligation de vérité. Et c'est formidable, c'est-à-dire que théoriquement, je parle des vrais journalistes, pas de ceux qui bidonnent à la télé ou je ne sais pas où, mais les vrais journalistes, ils sont tenus à la vérité. Et là, tout d'un coup, vous avez un lieu où vous pouvez créer une ville, créer d'autres choses, sans que ça soit reproché. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. C'est pour ça que je suis rentré à Libération, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est terrifiant d'ailleurs lorsqu'on y pense, mais j'étais SDF, j'étais gare de Lyon à Paris, je marche avec mon sac, j'entends « Non au racisme anti-jeune !» Je regarde, je sais pas qui sont ces gens, je viens, il y en a un qui me dit « T'es à la rue, toi, c'est ça ?» Je dis « Ouais, bon allez, viens. » J'aurais pu tomber sur j'aurais pu tomber sur n'importe qui. Et là, tout de suite, ça a pris un petit moment parce qu'il y a un problème de confiance. C'était un mouvement quand même. Mais après, j'ai eu ma petite clé, j'ai eu ma petite chambre de bonne, et puis on a créé Libération, et c'est terrifiant. Je n'aurais pas entendu ce mot-là, je continuais
dans la gare, et je faisais quoi? J'étais mort, Ouais. en fait, je crois. Non. Sincèrement, non. Non, je vais vivre avec. Non. D'abord, je ne veux pas m'en libérer parce que si je m'en libère, je vais perdre quelque chose. Mais je ne tourne aucune page. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Le mot résilience, j'arrive plus. Je sais ce que c'est que ce mot, mais je n'y arrive plus. C'est un mot que je peux plus entendre. Là, sur France Info, il y a quelques jours, c'était un petit patron qui était plein de résilience parce qu'il virait 450 employés et puis repartait. C'est un mot qui a été totalement galvaudé totalement. Mais moi, je suis la somme, mais comme tout le monde en fait, je suis la somme de mes cicatrices. Et j'ai pas envie de les masquer. Je vis avec mes cicatrices, je vis avec mes douleurs, je vis avec mes terreurs. Et alors, je n'ai pas envie de les masquer, mais j'ai fait en sorte. J'ai 3 filles, donc je suis père de 3 filles. Et c'est elles qui me font grandir. Mais ça a été extrêmement compliqué. Mais ce mot, il faut tourner la page. Jamais, moi, je ne tourne aucune page. Je les lis, je les écris si je peux, je ne les tourne pas. Et c'est ma vie, c'est comme ça. Je fonctionne. Alors, dans des rencontres, je sens les lacaniens et les freudiens. Il y en a qui me donnent des cartes, véritablement, qui me disent, écoutez, pour l'instant, vous fonctionnez, mais si vous avez un problème, je suis là. J'ai une trentaine de cartes de gens adorables. Mais, oh oui, c'est de la bienveillance, mais en même temps, ouais. Mais non, mais c'est bien. Mais je fonctionne, je me lève le matin. Le problème que j'ai, c'est mon père a fait de moi quelque chose que j'aime plutôt bien, parce qu'il n'était pas ça, je suis une sentinelle. Une sentinelle, c'est-à-dire que vraiment je suis une sentinelle, c'est-à-dire que c'est atroce, mais c'est comme si la vie était une guerre. Et là, ma fille de 14 ans, elle est rentrée tard hier parce qu'elle était chez des copines, j'ai payé le taxi. C'est-à-dire que tant que la maison n'est pas endormie, tant que la porte n'est pas fermée, tant que tous les feux ne sont pas éteints, je ne dors pas. Et ça, je pense que je vais en souffrir. Mais ça me va. Sentinelle, ça me va bien. Mais quand je faillis, pour moi, c'est un drame. Donc voilà, je pense que mon père a fait une sentinelle parce que lui ne l'était pas. Mais je veux dire, il y a quelques jours, je suis désolé, c'est tellement mignon, ou pas, c'était totalement. Et je vais au restaurant avec ma femme, et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? On traversait de la rue, je lui ai pris la main. Comme si c'était l'une de mes filles. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Pardon. Mais voilà, donc alors c'est sûrement pas très au point tout ça, mais c'est mieux qu'un père battant. Si, bien sûr qu'il y a, mais c'est très très difficile. Oui, c'est pas. Alors la littérature, effectivement, doit pouvoir. Non. Aussi, non. Et non. Alors ça, c'est important. Je n'écris pas pour guérir. Si je veux guérir, il y a Lacanien, il y a tous ces gens, ou même il y a l'hospitalisation, parce qu'on opérait mort d'hôpital psychiatrique, sanglé sur un lit. Mais non, j'écris pour partager, en fait. C'est ce qui me plaît infiniment. Personne ne vient me voir après avoir lu ce livre ou d'autres livres plus personnels. Personne ne vient me dire, oh là là, mon pauvre. Pas du tout. Les gens parlent de ce qu'ils ont vécu. Et donc, là, il y a beaucoup de gens qui, après Profession du Père ou des choses comme ça, ont enfin parlé avec leur père ou avec leur mère avant qu'elle ne meure, parce qu'après c'est pas bien, et ça reste toujours. Et non, ça ne me change pas, ça ne me guérit pas, mais c'est un formidable partage. Je repars de chaque signature, de choses comme je repars plein de c'est épouvantable, c'est très très lourd. C'est les gens qui... Et alors, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé parce que je n'ai pas connu le nombre d'enfants battus par leur mère. Immense. Et ça, je ne me rendais pas compte. De gens qui viennent me voir qui disent, moi, c'était ma mère. Et ça, cette conversation-là, c'était ma mère, et ben c'est quelque chose
c'est pas que la dame part plus légère ou que le monsieur part plus léger, mais c'est juste qu'à un moment donné, eh ben c'est le petit Jules qui dit au petit Sorge, t'es pas tout seul. Et ça, c'est la même chose. Moi, je sais que des fois, on se demande, on se me dit, mais pourquoi tu écris, à quoi ça sert? Et un jour, j'ai compris ça aussi. C'est que quand j'ai eu le prix Goncourt des lycéens pour le 4e mur, donc Sabra et Shakila, j'étais donc malheureusement le Goncourt des lycéens, vous êtes tous ensemble et vous expliquez à des centaines de lycéens dans des amphithéâtres un peu partout en France pourquoi vous avez écrit ce livre. C'est un exercice qui est assez douloureux. Et j'ai expliqué à un moment donné que quand je suis entré à Sabra et Shakila, nous étions 3, il y avait François Luizet du Figaro, moi de Libération et Samy Ketz de l'agence France Presse. Sous les bombes, il n'y a plus de presse de droite et de gauche. Hein. Il n'y a que des gamins qui essayent de rentrer vivants, et ça c'est très important. Mais je leur ai dit aux gamins, jamais on s'est séparés, les 3, et jamais nous n'avons jamais été aussi seuls, jamais je me suis senti aussi seul de ma vie entière. Il y a un lycéen qui prend le micro, un jeune qui dit, mais vous n'êtes pas seul, monsieur, on était là. Et là, mais tu meurs. Et c'est à ça que ça sert. Quand j'écris Sabra et Shakila, quand j'écris ce moment-là, c'est pas pour dire non. C'est pour que tout d'un coup, il y ait un gamin quelque part qui joue à la Wii ou à la Play sur papa, qui se dit c'est ça la guerre. Alors ça durera peut-être un quart d'heure, une demi-heure, mais c'est... Quand j'ai écrit Une joie féroce, ma femme avait un cancer, j'avais un cancer aussi, ensemble, à 11 jours d'intervalle, on a été... Quand ma femme qui a eu un cancer, elle dit « Je suis en guerre », cancer du sein bien sûr, enfin bien sûr, je suis en guerre et j'aimerais que cette guerre tu l'écrives, et je lui dis je ne peux pas parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un cancer. Et 11 jours après, mon médecin m'appelle, il dit on peut se voir? Prostate, ça va, c'est pas... Et je lui dis ouais, et il me dit je vais te dire un truc, il y a quelque chose. Et je lui dis ouais, t'as pas compris? Je dis si, mais maintenant je vais pouvoir écrire. Je vais pouvoir écrire sur le cancer. Donc j'ai fait en sorte de ne pas être opéré tout de suite. J'ai attendu 1 an parce que je voulais qu'elle s'en sorte, je voulais que ses cheveux repoussent. Et pendant 1 an, je ne pouvais pas écrire. En plus, c'est une femme, je suis Jeanne, j'ai un cancer du sein dans le roman. Et je voulais écrire avec le cancer. Je voulais écrire parce que je voulais que chaque matin j'ai le cancer. Chaque soir j'ai le cancer. Parce que pour éprouver ce que c'est que cette chose-là. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'après, personne n'est venu me dire monsieur, dans votre corps, personne. Mais j'ai eu que des gens. Il y a des moments comme je suis Jeanne. J'ai eu plein de très beaux moments parce que j'ai fait des conférences, si on peut dire, pour Octobre Rose à la Pétria, etc. Mais il y a une femme qui vient, il y avait mon nom, son Chalandon, puis il y avait mes livres et puis moi. Elle me dit Madame Chalandon arrive quand? Et je dis non, c'est moi. Elle dit, c'est un garçon. Ça, pour moi, c'est le plus beau compliment du monde. Et l'autre chose que j'ai trouvée, j'ai eu du mal à m'en remettre, c'était la foire de Brive. Il y a une sorte de mannequin russe, une sorte de personne qui n'existe pas, immense, magnifique, diaphane, avec des cheveux roux très très longs comme ça. Les gens se retournaient. Et elle vient dire, vous savez, j'ai lu votre livre, j'ai beaucoup ri. Et il m'a aidé, je voulais juste vous remercier. Et elle traverse Brive, la foire de Brive, tête nue, comme une guerrière avec cette saloperie à la main comme ça. Et là tu dis ok, d'accord. C'est pour ça que j'écris. C'est pas pour autre chose. C'est pour ça que j'écris, pour cette femme-là. Et pour ce courage qu'on a eu ensemble, et dont elle se souviendra, et dont je me souviendrai tout le temps. Il y a des gens qui écrivent pour plaignez-moi, mes chéris, moi c'est pas ça du tout. Moi je vis avec, moi ça me va. Mon cancer m'a renforcé. Alors, c'est bizarre, oui, je veux dire, on y passe aussi, bien sûr. Il ne faut pas dire elle est morte ou il est mort parce qu'il n'a pas combattu. C'est une dégueulasserie. Voilà. Tu fais ce que tu peux. Mais en tout cas, toutes ces épreuves, le père, la trahison irlandaise, les guerres, tout ça, c'est des choses qui sont constitutives de ce que je suis.
Alors, je paraphrase souvent Bobby Sands, pour ceux qui connaissent le gréviste de la faim irlandais qui est mort, 66 jours de grève de la faim. Ce qui m'emmerde, c'est que Madame Thatcher est morte sans souvenir de tout ça. Ça, c'est terrifiant de penser qu'elle n'avait aucun souvenir. Mais quand Bobby Sands va mourir, il écrit « Notre revanche sera le rire de nos enfants. Ma revanche est le rire de mes filles. » Et ça, mon père ne pourra jamais abîmer ça. Donc tant pis pour lui. Ce qui est important, c'est ça en fait, c'est que moi, il ne m'a pas demandé pardon. Moi, je ne suis pas à ce point-là à pardonner sans qu'on me le demande. J'aurais pardonné. Mais surtout, j'ai aucune haine, aucune. Même pas de colère, même pas. Je me demande juste comment on peut lever la main sur un enfant, et je n'ai pas la réponse. Et surtout, c'est ce sentiment terrible du rendez-vous manqué, du premier rendez-vous manqué avec un papa et une maman, qui fait que ta vie entière, t'auras une case en moins, quoi. Alors après, tu peindras, tu feras des livres, tu feras des machins, etc., mais tu auras une case en moins, toujours. Je me suis aperçu, c'est bouleversant, et puis après, on va arrêter peut-être. Mais j'étais avec mon frère, nos enfants étaient tout jeunes, les siens et les miens. Et on est au Club Med. Et puis il y a le pestacle des enfants. Club Med, donc chant, musique et tout ça. Et je regarde mon frère, qui regarde comme font les parents lorsqu'ils applaudissent, lorsqu'ils rient, lorsqu'ils filment. Et je lui dis, toi aussi tu fais ça? Il me dit, oui. Nous mimions la joie, parce qu'on ne la connaissait pas. Et ça, voilà. J'ai un peu plombé là. Merci beaucoup.